Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de l'Échiquier international en direct sur Al-24 News. Le dernier bombardement sur le camp des déplacés à Rafah n'a pas cessé de faire parler de lui et de susciter de vives réactions. Le degré de l'horreur ne peut laisser de marbre. L'antiterroriste frappe le dernier rempart, voire même le dernier refuge des Palestiniens à Gaza, après avoir tout perdu, après avoir tout quitté, leurs biens et leurs familles, lorsqu'ils ont tout laissé derrière eux, même des familles qui sont tuées. Les rescapés de la guerre injuste sur Gaza ou contre Gaza n'ont plus que Rafah pour refuge, pour seul refuge. Mais il semblerait que même le destin s'acharne contre les Palestiniens de Gaza. L'antiterroriste, forte de l'impunité dont elle jouit et de la lâcheté de certains pays à la remettre à sa place, frappe, comme je le disais, sans pudeur aucune, le camp de Tel Sultan à Rafah qui a fait 40 martyrs selon un premier bilan pour la plupart des enfants. Mais pourquoi s'étonne-t-on et s'offusque-t-on aujourd'hui comme si ces actes et ces pratiques étaient nouveaux et inhabituels par l'armée sioniste, un État qui pratique le terrorisme d'État depuis 75 ans? Tout de suite le débat. Alors, comme je le disais, pour en parler, nous accueillons ce soir avec beaucoup de plaisir Maître Dominique Cochin, avocate au barreau de Paris et surtout fervent défenseur de la cause palestinienne qui milite également pour faire entendre la voix des Palestiniens et de la Palestine et surtout de ceux qui sont sous les bombes. Dominique Cochin, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité vous-même. Et bien entendu, nous accueillons aussi avec beaucoup de plaisir, après une longue absence, qu'on n'a pas eu sur notre émission et sur l'Échiquier international, Manuel Pouchelet, qui est analyste en questions de géopolitique et questions internationales. Manuel Pouchelet, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci de votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors pour commencer, Dominique Cochin, hier, le camp de Tel Sultan à Rafah a connu l'une des frappes les plus sauvages dans des camps de déplacés, des déplacés qui avaient fui le nord de Gaza et encore le sud de Gaza et n'avaient pour refuge que Rafah. Il ne reste plus que Rafah et Rafah est aujourd'hui touché avec en plus cette frappe sur un camp de déplacés. Vous pouvez imaginer l'horreur, Dominique Cochin. Que doit-on en penser? Que doit-on en penser? Évidemment, l'horreur, il est difficile de trouver les mots pour décrire. Les images parlent d'elles-mêmes et je ne suis pas certaine qu'avec des mots, je puisse décrire toute l'horreur de ce que l'on a vu et surtout, je pense, comme vous tous, j'imagine, à cet enfant décapité et à ces enfants qui ont été brûlés vifs. Ce qui, en tous les cas, en France, ne manque pas de me choquer, c'est le peu de réaction d'une part, et puis c'est aussi, ça peut paraître anecdotique, mais vous vous souvenez sans doute qu'au début, après l'attaque du Hamas, il a été question d'enfants décapités, d'enfants passés dans un four. Et il y a des personnes, notamment une influenceuse, qui a été poursuivie pour apologie de terrorisme en France et condamnée pour s'être moquée de cette histoire d'enfants qui auraient été brûlés dans un four alors que ça n'avait pas existé. Il est bien évident qu'elle ne se moquait pas de la mort d'un enfant, mais qu'elle se moquait de la fake news. Aujourd'hui, ce n'est pas une fake news, ce sont des vrais enfants brûlés vifs, un enfant vraiment décapité, et finalement, on est ici confronté à l'indifférence. Ça, c'est ce qui me choque le plus au niveau de la réaction de la communauté internationale, et ce qui doit être pointé du doigt également, eh bien, c'est à quel point le gouvernement israélien se moque totalement des juridictions internationales, se moque totalement de toutes les institutions, puisque en définitive, dès que la CIJ a rendu sa décision lui faisant interdiction d'attaquer Rafah, eh bien, elle a bombardé Rafah.
Alors, Manuel Pouchelet, on va dire les choses ainsi. Donc, est-ce que c'est normal que... c'est pas le fait que est-ce que c'est normal, mais on s'étonne qu'aujourd'hui, la frappe contre Rafah intervient juste au lendemain de la décision, de l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui somme l'antitissionniste, justement, de stopper l'agression, un cessez-le-feu, l'ouverture des passages. Et la réponse de l'antitissionniste, de la manière la plus indifférente, je dirais, a été de bombarder un camp de déplacés où se trouvaient beaucoup plus d'enfants et de femmes que de ce qu'on appellerait des éléments du Hamas, ce qui était le prétexte invoqué par l'antitissionniste. Les éléments de langage qui ont été donnés par M. Netanyahou, bien sûr, révèlent un mal-être, mais en même temps, ce sont des éléments de langage qui couvrent, on va dire, son action qui est indicible. On vient d'en parler avec votre invité, c'est une image de chaos, mais vous savez, moi ça me fait penser à d'autres théâtres d'opération comme Sarajevo, comme Alep, comme en Syrie et puis d'autres territoires où la frappe israélienne a été orchestrée par des décideurs et des décideurs qui sont aux ordres du Premier ministre, et croyez-moi qu'il y a suffisamment d'éléments et de preuves pour qu'il puisse y avoir des poursuites. Mais si vous voulez, pour répondre plus précisément à votre question, il y a un journal de marche des opérations qui est fixé par l'état-major israélien. Je pense que cette opération n'était pas forcément inscrite à ce journal de marche des opérations, et force est de constater qu'ils se sont décidés à la dernière minute, au moment où, si vous voulez, ils auraient, alors je dis bien conditionnel, détecté des chefs du Hamas qu'ils auraient souhaité éliminer. Mais si vous voulez, Israël n'est pas à sa première erreur, moi j'appelle ça plutôt une bavure, excusez-moi des mots, qui est suffisamment forte. Maintenant, une chose est sûre, sur le plan militaire et sur le plan des règles d'engagement, je pense qu'il y a eu des erreurs, et j'espère, si Israël avait été beaucoup plus transparent dans cette erreur, excusez-moi ce mot-là, c'est parce que c'est indicible ce que nous voyons à l'écran, je pense que normalement, il devrait y avoir une enquête, et s'ils étaient plus transparents, une enquête internationale sur place. Maintenant, l'objectif d'Israël et surtout de M. Netanyahou est l'élimination complète du Hamas et de ses chefs, et il y a le fameux « quoi qu'il en coûte », une expression que l'on utilise beaucoup ces derniers temps, pour mener à bien cette opération. Maintenant, malheureusement, des civils et des personnes innocentes paient de leur sang, paient de leur martyr cette opération. Et j'espère que les instances internationales vont enfin réagir. On entend quelques manifestations sous nos latitudes en Occident, mais également au niveau régional aussi dans d'autres pays. Il est temps que cette affaire cesse, il est temps de trouver un accord, parce que de toute façon, pour l'instant, les deux parties sont bien déterminées à s'affronter sur ce fameux « quoi qu'il en coûte », malheureusement. Justement, ce qui un petit peu nous pousse à se poser cette question aujourd'hui, Dominique Cochin, que l'antitissionniste frappe aujourd'hui. Donc la frappe, ça s'est déroulé hier, et les frappes se poursuivent aujourd'hui même à Rafah, où l'on parle. Est-ce que c'est un message? Quel est le message que aujourd'hui l'antitissionniste tente de faire passer à cette communauté internationale qui redouble d'ordonnances, d'injections concernant un cessez-le-feu et bien sûr une ouverture de passage? Je pense que le message est tout à fait clair, c'est l'indifférence absolue à l'égard de la communauté internationale. Il n'y a que les États-Unis en réalité qui peuvent arrêter Israël. Les États occidentaux n'ont aucune capacité et même aucune volonté, malheureusement, parce qu'on pourrait mettre en place des sanctions économiques et autres. Il n'y a aucune volonté de la part de l'Occident. Israël en est bien conscient, et de toute manière, seuls les États-Unis ont une influence sur Israël. C'est leur bailleur de fonds, c'est leur fournisseur principal d'armes. Et effectivement, le président américain avait demandé qu'il n'y ait pas d'action militaire sur le terrain, d'action militaire massive sur le terrain. Israël a accepté cette injonction en définitive, ce qui montre là encore que c'est les États-Unis qui décident, et l'action, les bombardements qui ont eu lieu sur ce camp de réfugiés, eh bien, c'est la démonstration de ce que, ok, il n'y aura pas d'action militaire massive, mais peu importe, on arrivera à nos objectifs. Et ce quoi qu'il en coûte,
effectivement, mais c'est pas légal. C'est pas légal le quoi qu'il en coûte. Il y a toujours une notion en droit de la guerre de bénéfice-risque et on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas invoquer ce quoi qu'il en coûte. Oui, très bien. Il y a plusieurs questions qu'on ne peut pas s'empêcher de poser, Monsieur Manuel Pouchelet. D'abord, aujourd'hui, on voit que finalement, le plan sioniste qui était annoncé au départ lorsqu'il y avait la première agression, le début de l'agression contre Gaza le 7 octobre, donc on disait qu'on voulait absolument pousser les Palestiniens vers leur dernier retranchement, c'est-à-dire vers le désert du Sinaï. Aujourd'hui, le plan se précise, puisque de toute façon, après ces 2 frappes sur Rafah, les Palestiniens fuient, sont en train de fuir. Mais fuir vers où? C'est ça la bonne question. Oui, la question se pose. De toute façon, je vais me répéter, le journal de marche des opérations de Benjamin Netanyahu est très clair, c'est d'éliminer le Hamas. Il le dit depuis le 7 octobre. Il a remartelé avec les visites qu'il a eues des puissances occidentales, et notamment le secrétaire d'État américain et M. Blinken, et puis aussi M. Biden. De toute façon, le fameux quoi qu'il en coûte que j'ai évoqué, Israël attaque toujours au nom de sa sacro-sainte sécurité. Moi, je l'ai vécu en 2006 au Liban, quand ils ont attaqué le Sud-Liban avec le Hezbollah. Là, on le revoit aujourd'hui. Malheureusement, l'objectif aussi d'Israël non avoué, c'est de faire tourner cette population palestinienne pour que tôt ou tard, à un moment, elle se ligue contre le Hamas. C'est l'objectif. Donc forcément, vous savez, une population n'est jamais neutre dans un conflit. Elle ne mordra jamais la main qui l'alimente. Ça, c'est toutes les théories qu'on nous apprend en école de guerre et autres établissements de formation. Mais je peux vous garantir une chose, de toute façon, malheureusement, c'est ce qui vient de se passer est très grave, puisque là, il s'agit de civils et non de cibles militaires. Et en droit international, puisqu'on parle de règles d'engagement, c'est pénalement répréhensible, puisque de toute façon, il y aura des enquêtes qui seront menées sur cette action. Et force est de constater que de toute façon, malheureusement, pour les Palestiniens, il n'y a plus d'issue. On les a chassés de Gaza City, on les a chassés de Khan Younes, maintenant les voilà sur Rafah. Quelle est la prochaine étape? Je vous ferai remarquer qu'aux portes de Gaza, et surtout de cette bande de Gaza, excusez-moi, il y a l'Égypte, et pour l'instant les corridors sont fermés. Pourquoi? Parce qu'il y a une opération militaire en cours. Je trouve très, comment dirais-je, le qualificatif me manque, mais Israël finalement fait tout et son contraire. Ils sont en plein état de contradiction. Ils disent aux Palestiniens de fuir à tel endroit, et puis ils frappent à l'endroit où ils se retrouvent. Moi, quelque part, ce sont des fautes. Moi, j'appelle ça, excusez-moi, une bavure. Et ce qui vient de se passer est très grave. J'espère qu'il y aura une enquête, puisque cela me fait penser, si vous voulez, un petit peu, s'il y a un jugement de M. Netanyahou devant les instances internationales, cela me fait malheureusement penser à ce que moi j'ai pu connaître en ex-Yougoslavie quand j'ai été déployé au moment de Sarajevo et de ces conflits, et notamment il y avait eu beaucoup de civils qui avaient été tués. Justement, Dominique Cochin, on dit que les camps qui ont été attaqués, de déplacés, de réfugiés, étaient le seul endroit sécurisé ou plus ou moins sûr pour les Palestiniens. Maintenant qu'il est attaqué, il n'y a plus d'endroit sûr pour les Palestiniens. Alors aujourd'hui, qui est garant de la sécurité, plus ou moins entre guillemets, parce qu'on sait très bien que c'est carrément la guerre, de la sécurité de ces Palestiniens finalement? Il n'y a aucun endroit sûr pour eux. Non, il n'y a pas d'endroit sûr. J'ai du mal, moi, à entendre parler de guerre dans un contexte comme celui-ci. Et c'est vrai qu'il y a un slogan qu'on entend souvent dans les manifestations, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Et c'est difficile de parler de guerre lorsqu'on a une armée conventionnelle suréquipée. Et puis, je ne sais pas en face ce qu'il reste du Hamas et ce qu'il reste de leurs équipements militaires qui n'étaient pas déjà absolument faramineux. Mais en tous les cas, la population civile, je pense que ce n'est pas du tout la préoccupation du gouvernement israélien, ou si c'est une préoccupation, c'est une préoccupation par rapport au jour d'après. Qu'est-ce qu'on va faire quand on en aura terminé? Est-ce qu'on arrive à les chasser tous vers le Sinaï? Parce que ça, ce serait la solution idéale, je pense, pour eux, que de se débarrasser justement de cette population civile. Et d'ailleurs, toute la destruction de toutes les institutions va bien dans ce but
de détruire à long terme toute organisation, toute capacité à restructurer une vie normale. Et sinon, c'est que faire d'eux? Est-ce que ce sera une administration civile sous l'autorité palestinienne, une administration militaire israélienne? Je crois que le gouvernement israélien est en désaccord même au sein des cabinets. La difficulté, c'est que pour les Palestiniens, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de force d'intervention. J'ai entendu parler de l'ex-Yougoslavie. Là, il y avait des forces d'intervention. Pour le moment, il n'y a rien. Ils sont livrés à eux-mêmes dans cette bande de Gaza. Ils sont comme des insectes dans un bocal et qui courent d'un côté à l'autre du bocal pour essayer d'échapper à ce qui leur tombe dessus en permanence. Et la situation est absolument catastrophique. Non, il n'y a pas un seul endroit sécurisé à Gaza. Oui, ça devient de plus en plus insoutenable, intenable. Manuel Pouchelet, ça fait quand même 8 mois de guerre contre une population complètement désarmée, civile, donc livrée au pire des atrocités. Le problème, c'est finalement, est-ce que l'objectif n'a pas encore été atteint? Et dans ces cas-là, quel serait cet objectif? Est-ce qu'il faut vider Gaza de tout le monde? De quelle manière? Et puis surtout, quand quelqu'un va dire stop et que ce stop sera suivi d'effets? C'est très difficile à dire. Vous savez, malheureusement, je pense que le gouvernement de M. Netanyahou est décidé d'aller jusqu'au bout. Il doit se conformer à la pensée de Clausewitz, c'est-à-dire la guerre, c'est imposer à l'adversaire l'exécution de sa volonté. C'est ce qu'ils sont en train de faire. L'objectif, c'est, oui, de vider Gaza. Pourquoi? Parce que ça leur pose des problèmes de sécurité. Encore une fois, je vais répéter les éléments de langage que le gouvernement israélien veut bien nous communiquer. Malheureusement, on va avoir une population complètement épuisée, pour ne pas dire complètement décimée. Mais une chose est sûre, c'est à l'heure actuelle, il est encore trop tôt. Maintenant, ça me fait penser aussi, vous savez, à ce qui s'était passé en Syrie avec Bachar el-Assad et les bombardements, où Barack Obama, à l'époque, avait parlé d'une ligne rouge qui a été franchie. Est-ce que ce qui s'est passé à Rafah ne serait pas cette fameuse ligne rouge en question? Mais je vous ferai remarquer que la ligne rouge en question en Syrie, les États-Unis n'avaient rien fait. Pour l'instant, les États-Unis laissent faire. Je n'ai pas entendu de déclaration de M. Biden. Je n'ai pas entendu d'intervention immédiate de M. Blinken, qui doit normalement, s'il a été honnête, on va dire, devrait se rendre immédiatement dans la région pour faire calmer ce gouvernement de M. Netanyahou, qui a perdu la tête et qui devient de plus en plus agressif. On ne sait pas quand est-ce que là va s'arrêter, excusez-moi. C'est ça la question. Et parler de demain, il est encore beaucoup trop tôt. L'objectif non avoué, c'est l'élimination complète du Hamas. Ça, M. Netanyahou l'a dit, l'a redit, pour ne pas dire martelé. Et force est de constater que pour l'instant, il maintient cet objectif. Malheureusement, c'est la population palestinienne qui, on va dire, subit cet affrontement. Et je pense que par derrière cette action qui s'est passée à Rafah, il espère peut-être que les autorités israéliennes espèrent un sursaut des Palestiniens contre le Hamas. C'est aussi une tactique qu'on a déjà vue sur d'autres conflits armés dans le monde. Et pour l'instant, malheureusement, cette population civile je suis désolé, mais risque de ne plus être présente à Gaza. Ça va être, ça va être très difficile. On ne peut pas penser demain, aujourd'hui. Je ne vois pas qui peut dire stop pour l'instant, mis à part les Américains. Mais force est de constater que la chose traîne. Et cela, malheureusement, je n'entends pas aussi dans la région d'autres déclarations diplomatiques des pays voisins, en tout cas. Oui, en tous les cas, Rafah on est en train d'assister carrément à une enfumade de Rafah à ciel ouvert. D'ailleurs, après une prison à ciel ouvert, un hôpital à ciel ouvert, un cimetière à ciel ouvert, je ne sais pas encore où on pourrait aller avec tous les qualificatifs qu'on pourrait trouver. Dominique Cochin, alors il y a eu une déclaration de Macron qui disait, alors je la cite, Macron, il est prêt à reconnaître un cessez-le-feu, mais pas sur le coup de l'émotion. Je vous rappelle que ce mot, pas sous le coup de l'émotion, la guerre qui a été livrée contre Gaza depuis le 7 octobre était aussi sous le coup de l'émotion et je n'ai entendu personne dire, par exemple, oui, d'accord, il faut riposter, parce que finalement, mais pas sous le coup de l'émotion. Mais pour reconnaître, on parle d'émotion. Alors, sous le coup de quoi, finalement, Dominique Cochin? Oui, alors, c'est pas reconnaître un cessez-le-feu, c'est reconnaître un État palestinien, mais pas sous le coup de l'émotion.
Alors, pas sous le coup de l'émotion, ça c'est des petites phrases toutes faites pour... ça ne veut rien dire en réalité. Ça c'est une méthode, comme on dit en français, c'est une réponse de Normand. En réalité, l'Assemblée nationale, sauf erreur de ma part, en 2014, et le Sénat ont dit oui, ce serait bien de reconnaître un État palestinien. On n'était pas sous le coup de l'émotion en 2014. C'était un vote. Alors effectivement, il y a eu aussi des événements, mais beaucoup moins dramatiques, parce que effectivement, c'est toujours un peu lorsqu'il se passe quelque chose qu'on parle de la Palestine. Lorsque les gens sont tués, lorsqu'il y a vraiment beaucoup de morts, on en parle. Mais quand on est dans une phase non émotionnelle et que l'on demande de négocier, etc., là, il y a d'autres sujets. Donc, de toute manière, soit il y a d'autres sujets à aborder, soit on est sous l'émotion et donc on ne fait rien. En réalité, je pense que si sous le coup de cette émotion, si tant est qu'il y ait une émotion, ils m'ont pas l'air très émus par les images que l'on peut voir. Eh bien, il est grandement temps que l'exécutif applique ce qui a été voté par l'Assemblée, ce qui a été voté par le Sénat. Et puis c'est tellement ridicule de dire oui, on peut reconnaître l'État, donc quelque part on peut le reconnaître. Alors pourquoi ne le fait-on pas? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il n'y ait plus un centimètre carré de terre de vivable pour dire peut-être qu'on va reconnaître. Non, c'est trop tard, il n'y a plus rien à reconnaître parce qu'on ne se connaît pas. Pour moi, c'est une complicité simplement vis-à-vis du gouvernement israélien, parce qu'on sait qu'il joue la montre, que chaque jour qui passe, au-delà de ce qui se passe à Gaza, c'est de la colonisation supplémentaire en Cisjordanie, et ne pas reconnaître l'État palestinien, c'est favoriser tous ces crimes et cette colonisation et rien d'autre. Oui, alors il faut trouver un petit peu bizarre le fait qu'aujourd'hui, par exemple, Washington dit ne pas fermer les yeux sur les victimes de Rafah, mais réitère dans le même temps son soutien à l'antité-sioniste. Nous restons toujours dans les paradoxes Emmanuel Pouchelet, et d'autant plus qu'on se pose aujourd'hui la question, finalement, est-ce que c'est l'antité-sioniste qui décide de ne pas arrêter la guerre contre Gaza ou les États-Unis d'Amérique? Je pense que c'est les deux. De toute façon, les Américains, comme on dit en français, qui ne dit mot consent. Force est de constater que de toute façon, les Américains sont entre guillemets heureux de cette opération en cours. Ils ne vous le diront jamais parce que la diplomatie, c'est dire des choses horribles avec le sourire. Vous le savez très bien. Mais je pense que M. Netanyahou est déterminé. Il ira jusqu'au bout. Malheureusement, c'est qu'on ne sait pas. Quelle est la main qui va retenir son acte? Parce que là, vous parlez de Rafah aujourd'hui. Demain, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Quelle est la prochaine étape? À l'heure actuelle, comme je vous disais tout à l'heure, il est encore beaucoup trop tôt de parler d'État palestinien, parce que je vous ferai remarquer une chose, c'est que les plans qui avaient été élaborés par l'administration américaine du temps de Donald Trump et même des administrations précédentes de M. Obama et puis aujourd'hui de M. Biden, quand on regarde les plans des fameux deux États dont on parle sans cesse dans les rédactions journalistiques de la presse occidentale, c'est invivable. Ils sont vraiment coupés et c'est invivable. Il n'y a pas de mobilité de population. En plus, la partie Cisjordanie, je vous ferai remarquer qu'elle est grignotée de l'intérieur par les colonies israéliennes, donc c'est impossible. À l'heure actuelle, c'est impossible, parce que derrière ces enjeux dont on parle d'opération, il faut savoir que sous la bande de Gaza et sous la Cisjordanie, il y a des quantités d'eau immenses. Donc là, il y a aussi une bataille des ressources naturelles sur lesquelles Israël souhaiterait mettre la main dessus pour justement améliorer son quotidien, alors que pour obtenir de l'eau, elle est obligée de s'entendre avec ses voisins. Je pense avec la Syrie, avec la Jordanie et puis d'autres pays. Donc si vous voulez, c'est très difficile ce soir de pouvoir vous parler de choses très concrètes. Je pense que M. Netanyahou ira jusqu'au bout et malheureusement, nous n'avons pas encore la main qui va tenir son poing levé avec le glaive qu'il tient. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est tout à fait ça. Oui, alors, mais juste en deux mots, c'est quoi le jusqu'au bout? Ce qu'il n'y ait plus de Gaza? Parce qu'on n'a pas encore compris ce jusqu'au bout depuis le début.
Oui, jusqu'au bout depuis le début. Monsieur Netanyahou était très clair. Il a dit l'élimination complète du Hamas. Et je vais vous dire un proverbe arabe de la région qui garde son secret, maître de sa route. Et pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de faire. L'objectif final, c'est l'élimination complète du Hamas et de ses leaders, en tout cas. Heureusement que le Hamas existe pour servir de prétexte en tous les cas à Netanyahou, parce que pour ne pas dire que j'élimine tout simplement la population palestinienne. Ça aurait été plus simple. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci également à nos invités. Je rappelle qu'était avec nous Manuel Pouchelet, analyste des questions internationales et spécialiste en géopolitique. Était avec nous également Maître Dominique Cochin, avocate de la cause palestinienne et avocate également au barreau de Paris. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.